Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de votre journal ce soir, le 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre, célébré à Papeete mais aussi à la Presqu'île. Les plus jeunes ont appris ce que représentait cette date historique. Le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, est arrivé cet après-midi. Après sa visite officielle aux îles Cook, il vient passer 4 jours à Tahiti et Tetiaroa. Il doit rencontrer les acteurs du secteur maritime. Après un hommage au monument aux morts, Hervé Berville a opté pour une visite du musée de Tahiti et des îles à la Pointe des Pêcheurs. La directrice de l'établissement, Myriam Abono, est notre invitée ce soir. Le secrétaire d'État est actuellement à la gare maritime pour une remise de la médaille de l'Ordre du mérite maritime à 3 personnalités de la Polynésie française. Kaline Liénard est sur place avec Sandroli. Nous en saurons un peu plus dans un instant. Enfin, c'est le grand départ pour Ravahele Siou. Notre Miss Tahiti tente sa chance au concours de Miss France prévu le 16 décembre à Dijon. Les soutiens étaient nombreux hier soir à l'aéroport. Samedi 11 novembre, un jour férié qui passe presque inaperçu. L'armistice a pourtant bel et bien été commémoré à Papeete mais aussi à Tarawa. Levée de drapeaux, discours des officiels, défilé des pompiers, tout a été mis en place pour saluer la mémoire des soldats polynésiens. Les écoliers et les collégiens de la Presqu'île étaient là, eux aussi, pour une leçon d'histoire in situ. Kaline Liénard, Ariho et Afana. Est-ce que tu sais qui est le monsieur qui est ici exposé? Oui, il est venu à Montréal dans notre classe. Dick Lane Amblin fait partie de la dernière génération à avoir connu de son vivant le dernier Tamari volontaire, Ari Wong Kim, celui qui avait usurpé l'identité de son frère pour s'engager dans le bataillon du Pacifique. Aujourd'hui, élèves de primaire et collégiens ont honoré la mémoire de ces anciens combattants à travers une exposition et des chants. Parce que je ne suis pas la seule à avoir travaillé dessus, j'ai aussi ma collègue de musique, Madame Barthes, qui a prêté main forte pour les répétitions. Et par la suite, mon collègue, Monsieur Lacotte, en histoire-géographie, pour justement travailler le chant des partisans. Ces anciens militaires rendent hommage chaque année à ceux qui se sont battus pour la France il y a plus de 105 ans. Ce sont en plus nos Tupuna qui ont fait la Première Guerre mondiale. Et cette exposition-là, ce sont nos élèves, nos enfants qui l'ont fait. Et c'est pas plus mal parce que ça garde quand même un souvenir. C'est un devoir de mémoire pour nos enfants, pour leur apprendre ce qui s'est passé. Et ne pas oublier surtout. C'est une manière aussi de remercier aussi ces familles qui ont accompagné donc, ces anciens combattants dans la lutte à l'époque. La prochaine commémoration aura lieu le 8 mai pour les 79 ans de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. À Moorea aussi, les plus jeunes se sont mobilisés pour commémorer l'armistice, notamment l'association des jeunes sapeurs-pompiers. 43 habitants de l'île Sœur sont morts au combat lors de la guerre 14-18. Daven, un collégien, a salué la mémoire de son grand-père qui a perdu la vie dans les tranchées. Écoutez-le au micro de Laurent Bélanger. Je viens à cette commémoration pour rendre hommage à mon grand-père qui a sauvé notre Fénois et je le remercie infiniment d'être porté volontaire. Je viens des fois le 8 mai à Fête de la Victoire, le 14 juillet la prise de la Bastille et le 11 novembre à l'armistice. C'est aussi une coutume de la France de mettre en place ces commémorations justement pour se rappeler. Ils se sont battus, ces anciens combattants, pour avoir la paix, la liberté, la démocratie et c'est tout ce qu'on voudrait maintenir jusqu'à présent. Hervé Berville est en Polynésie française pour une visite de 4 jours. Ce soir, le secrétaire d'État chargé de la mer doit remettre la médaille de l'Ordre du mérite maritime à 3 personnalités. La cérémonie a eu lieu au Quai des Ferries. Kaline Liénard et Sandroli sont sur place. Bonsoir Kaline. Quelles sont les personnes qui vont recevoir ces médailles? Consacrées avec la même énergie
Bonsoir Cybèle. Eh bien, avant de vous donner la réponse à cette question, nous nous trouvons ici sur le Apethei et vous le voyez derrière moi, Hirater Inat Ofa, surfeur et entraîneur officiel pour les JO de Paris 2024. Il est accompagné de Philippe Wong, le PDG, le président directeur général de la compagnie de croisière Aranui. Ils sont deux à être présents ce soir puisque le troisième, Tuanoa De Gage, PDG de la compagnie Tahiti Cruise and Vacation, n'a pas pu être présent ce soir. Donc Hervé Berville est en train de remettre ses médailles à donc ces deux personnalités. La troisième sera remise à Tuanoa De Gage. Ces personnes ont contribué fortement au développement et au rayonnement de la Polynésie à travers les activités qu'ils exercent. Et donc cette cérémonie est également en présence des membres de la famille de ces personnes qui vont recevoir les médailles. Donc elles sont venues assister à ce moment important puisqu'en recevant cette médaille, ces trois personnes deviennent chevaliers de l'ordre du mérite maritime. Cette cérémonie va se poursuivre avec un petit cocktail dînatoire. Et donc c'est ce que je peux vous dire en direct depuis le Apethei, à la gare maritime de Papeete. Merci beaucoup, Kaline. Hervé Berville est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Après un hommage au monument aux morts, il s'est rendu au musée de Tahiti et des îles. Le secrétaire d'État chargé de la mer poursuit son voyage en Océanie après avoir participé au Forum du Pacifique aux îles Cook, surveillance maritime, campus de la mer ou encore terres rares. Les dossiers à aborder sont nombreux. Lucille Guichet, Patita Saver. En provenance des îles Cook, où il a suivi le Forum des îles du Pacifique, le secrétaire d'État chargé de la mer se pose à Tahiti. On était ensemble pour un sujet qui était important. Un voyage sous le signe de l'économie bleue. Durant ces 4 jours, il visitera notamment Tetiaroa, le port de pêche de Papeete, ou encore l'Ifremer de Veirao. Je suis vraiment favorable à ce que, dans le respect des compétences de chacun, on fasse des partenariats. Et donc c'est la raison pour laquelle nous allons signer une convention sur les enjeux maritimes entre le pays et l'État pour justement déterminer dans les compétences de chacun ce que l'on peut faire. Et moi, j'ai envie d'aller le plus loin possible. La Polynésie représente 50% de la ZEE française, une richesse à surveiller. L'année prochaine, l'arrivée de nouveaux patrouilleurs devrait permettre de lutter notamment contre la pêche illégale, avec le soutien de nos voisins du Pacifique. On veut lui dire beaucoup de choses sur le deep sea mining, on veut lui dire des choses sur la pêche, on veut lui dire des choses sur la tour des juges, mais ça, on a une conférence de presse qui est prévue normalement le 15, puisqu'on aura toutes les données à ce moment-là. On veut lui dire des choses sur notre objectif de tripler la capacité de pêche et tous les enjeux de formation, de construction, d'infrastructures qui vont avec. Au musée de Tahiti et des îles, le secrétaire d'État découvre l'installation des premiers Polynésiens et leurs pirogues pour naviguer à travers les mers. Près de 2000 ans plus tard, il faudra encore s'appuyer sur la coopération régionale pour protéger Te Moana Nui Ahiva, le grand océan Pacifique. Bonsoir Myriam Abono, bienvenue. Vous êtes directrice du musée de Tahiti et des îles, Te Whare Yamanaha. Vous avez pu montrer quelques belles pièces au secrétaire d'État chargé de la mer ? Oui, tout à fait. Alors, il s'est surtout beaucoup intéressé à la géographie et également à la culture, évidemment, des différents archipels, avec, je dois le dire, un certain intérêt pour tout ce qui était sculpture et masque. Donc voilà, je pense que ça a pu lui permettre d'avoir un aperçu aussi de la diversité culturelle de la Polynésie française. Oui, on n'a pas de musée de la marine, musée de la mer. On a de belles pièces tout de même au musée. Oui, mais c'est vrai que les collections du musée sont liées à la mer, parce qu'évidemment, les collections du Pacifique et des Polynésiens sont forcément liées à la pirogue. On ne peut pas évoquer le peuple polynésien sans évoquer la pirogue. Donc c'est vraiment dès l'introduction, en fait, il a pu voir ces différentes pièces et s'y intéresser. Alors depuis sa réouverture, il y a 8 mois maintenant, le musée est devenu un lieu incontournable pour les différentes personnalités qui passent à Tahiti. C'est une grande satisfaction, j'imagine. Oui, bien sûr, pour nous, c'est la preuve déjà que le musée répond à ses objectifs. Et puis, c'est toujours évidemment un plaisir de pouvoir recevoir tous nos visiteurs. Donc, on a en effet beaucoup de personnalités, que ce soit des élus, que ce soit des représentants d'associations ou de mouvements culturels qui viennent au musée et qui peuvent comme ça découvrir, s'ils n'ont pas le temps de visiter tous les archipels, qui peuvent en tout cas venir découvrir les grandes lignes de notre culture.
Alors il y a l'exposition permanente et l'exposition temporaire. Pour les retardataires, il est encore possible d'aller voir l'exposition du Centre des métiers d'art. Et du 22 au 25 novembre, c'est l'artisanat qui sera mis en avant, l'artisanat de tout le Pacifique. Oui, alors un projet, un très beau projet porté par le service de l'artisanat et auquel le musée s'associe, puisque au-delà de l'artisanat de nos îles, en fait, des personnalités, des spécialistes de tout le Pacifique ont été invités. Et l'objectif, c'est évidemment de montrer l'artisanat, mais surtout d'échanger, de pouvoir avoir des groupes de parole, des débats, des conversations entre spécialistes, notamment du tapa par exemple, ou autour de la problématique du tressage. Et pour nous au musée, c'est vraiment très important parce que c'est aussi l'image que nous souhaitions donner, c'est-à-dire être à la fois le lieu de la conservation, mais aussi le lieu du questionnement et le lieu de l'échange. Donc voilà, un très bel événement. J'invite le public à y venir du 22 au 25. Il y aura beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres et c'est gratuit. Et vous avez œuvré pendant 7 ans à la tête du musée. Vous avez une formation d'architecte, ça on le sait moins. Vous avez supervisé les travaux. Vous allez bientôt donc quitter vos fonctions. C'est un choix de votre part ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis très contente parce que je vais quitter le musée avec cet événement. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, comme vous le savez, je suis très attachée à tout ce qui est événement culturel. Donc, c'est un choix que j'ai fait, évidemment, qui est aussi... j'allais dire pour moi lourd de conséquences. Je n'ai pas fait ce choix à la légère. J'estime que j'ai achevé ma mission qui était de reconstruire le musée, de lui redonner un nouveau souffle. Et puis pour moi, il est temps maintenant de tourner cette page. Et je sais aussi que le musée est entre de bonnes mains. Les équipes du musée sont là depuis... Qu'est-ce qu'il faut encore développer selon vous très rapidement ? Ce qu'il faudrait, il y avait toujours beaucoup de choses à développer. Tout est toujours perfectible. Je pense que les collections, notamment des costumes ou les collections Beaux-Arts mériteraient d'être plus montrées. Mais je suis certaine que les Polynésiens sont très attachés à la collection de costumes des musées, donc je sais que ceci viendra en temps et en heure. Merci beaucoup Myriam Imbono d'avoir accepté d'échanger avec nous ce soir. Montfénois, ce n'est pas ta poubelle, c'est le message de l'association Brigade Verte qui mène une nouvelle campagne de nettoyage et de sensibilisation. Le top départ de la 7e édition de l'opération Eco Warrior a été donné ce matin à Aotearoa. 300 jeunes des 5 archipels ont participé à l'événement. Toute la semaine, ils dépollueront les quartiers, les plages et les vallées de Tahiti. Écoutez Ludovic Bardou, le fondateur de la Brigade Verte. Il répond à Sandro Lee. C'est une opération de nettoyage où les jeunes, les associations de quartier, les habitants des quartiers sont invités à nous rejoindre pour dépolluer un site. Aujourd'hui, on a décidé de dépolluer le site le littoral de Aotearoa jusqu'à Taonua. Alors elle dure une semaine, elle se clôturera le samedi 18 novembre avec une projection offerte à la population dans le parc Paufei. Cette question à présent, où en est-on de la continuité territoriale ? Les prix des billets d'avion ne cessent de s'envoler. Conséquence, les ultramarins se retrouvent contraints de moins voyager entre les collectivités d'outre-mer et l'Hexagone ou de voyager moins nombreux. Une situation inacceptable que dénonce entre autres un député martiniquais. Il a fait adopter un amendement en commission des finances. On voit cela avec Jean-Michel Mazerolle, Selim Oumedour, Victor Pérez-Boucheron et Raël Moine. 500 millions d'euros, l'enveloppe financière souhaitée par les députés pour soutenir la continuité territoriale pour l'année 2024 a été accueillie favorablement par les patrons du transport aérien outre-mer présents au 14e congrès de l'APG World Connect à Monaco. C'est fondamental que l'on puisse enfin reconnaître qu'il y ait une continuité territoriale efficace et il faut la financer et c'est tout à fait légitime. Ça va favoriser surtout les populations qui sont dans le besoin. Les rapprochements familiaux, les étudiants, c'est un peu la cible. Quel que soit le montant finalement décidé et voté par le Parlement, il va falloir surtout s'attacher à voir les conditions d'utilisation. Ces 500 millions d'euros d'aide à la continuité territoriale outre-mer, votés ce 6 novembre par l'Assemblée nationale, s'appuient sur le modèle corse et pour cause. Jusqu'alors, les 2,5 millions d'ultramarins disposent d'une aide annuelle de 45 millions d'euros, là où les quelques 350 000 Corses bénéficient d'une enveloppe de 190 millions d'euros par an, soit 16 euros par personne outre-mer, contre 257 euros pour chaque habitant de la Corse. Une inégalité qu'un député martiniquais souhaite corriger. Le gouvernement, s'il a la mesure et la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires, avec ce besoin d'équité, de justice sociale, de faire en sorte que cet amendement puisse être mis en œuvre avec ces 500 millions qui n'est qu'une étape.
S'ils comptent eux aussi sur une telle somme pour favoriser la continuité territoriale, les professionnels de l'aérien redoutent les réactions de Bruxelles. Plusieurs mesures d'aide aux compagnies aériennes qui desservent les Outre-mer ont été retoquées par l'Europe au motif qu'elles faussent la concurrence. Les subventions aux compagnies aériennes sont destinées à être remboursées à un moment ou à un autre. Mais en tant que délégation de service public, je pense que c'est quelque chose qui existe. Je ne vois pas bien comment l'Europe pourrait s'y opposer. Il y a des îles en Europe, il y a des insulaires, et il faut bien leur donner, justement au nom de cette égalité, la possibilité de se déplacer à l'intérieur de l'espace européen, comme l'ont naturellement les Européens continentaux. Quand elle ne vit pas avec les spécificités des Européens, il se passe quoi? Elle a des Européens qui votent contre l'Europe. Okay, c'est ça qu'on veut? Moi, j'ai pas envie que les ultramarins se disent que l'Europe ne les aide pas à la problématique du transport. Reste à savoir si le gouvernement gardera cette mesure dans le texte budgétaire global qu'il présentera devant les députés, surtout s'il utilise l'article 49.3 pour adopter le budget qui ne permet aucun changement et engage la responsabilité du gouvernement. Et comment apaiser les relations entre la jeunesse et les forces de l'ordre? Après Moorea Papeete et Bora Bora, l'opération Génération s'est tenue du côté de Hitia Aotearoa. L'autorité avec nous, pas contre nous. C'est tout l'objet du rendez-vous organisé par la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. Le sport était aussi de la partie avec du volleyball. Les précisions d'Henri Burns de la DPDJ. Nous, en tant qu'institution, c'est de notre devoir de venir et d'atténuer ces maux et de venir donner des solutions parce que si nous on ne le fait pas, le jeune qui est en bas de la chaîne n'a pas de repère et c'est compliqué quand il y a un jeune qui n'a pas de repère. On sait tous que quand un jeune n'a pas de repère, on n'a pas d'objectif de vie et c'est ce qui fait que nos jeunes sont livrés à eux-mêmes et ils font n'importe quoi. Les solutions, c'est d'occuper nos jeunes, c'est de leur donner des objectifs de vie, c'est de leur donner des orientations, comme justement avec Génération où on donne des orientations. Du volleyball aussi aux Jeux du Pacifique prévus du 19 novembre au 2 décembre à Honiara, aux îles Salomon. 22 délégations tahitiennes font le déplacement. Plus de 350 athlètes polynésiens sont déterminés à décrocher le plus de médailles possible. Tous pays confondus, ils seront 5000 sportifs. On fait le point avec David Chang et Alvan Chefat. Après avoir été l'hôte des mini-jeux à plusieurs reprises, les îles Salomon vont accueillir les Jeux du Pacifique pour la toute première fois. En 2019, Tahiti a ramené 56 médailles, dont 21 en or. Le Va'a avait été la discipline la plus fructueuse avec 10 médailles d'or. Il y a eu aussi le badminton et le squash qui cette année ne font pas partie des disciplines prévues. En 2019, pourtant, la sélection était la troisième du Fénois à ramener le plus de médailles grâce à ses 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 de bronze. Elle a aussi excellé aux mini-jeux du Pacifique il y a 2 ans avec 6 médailles d'or et 6 de bronze et d'argent. Cette discipline fait partie de la liste des sports optionnels aux Jeux du Pacifique, tout comme le bodybuilding qui, elle, au contraire, fait son grand retour après 8 années d'absence. On compte aussi une toute nouvelle discipline, le kayak, qui est lié au Va'a et qui rassemble 4 sélectionnés pour cette première année. À Tubuai, aux Australes, un baleineau a été trouvé mort au nord de l'île. La carcasse s'est échouée sur une partie du récif. Le risque sanitaire est important. Si le corps explose, il pourrait libérer des bactéries dans le lagon. De nombreux requins nagent autour de la carcasse. La direction de l'environnement et la commune se sont donné pour mission d'évacuer l'animal au large. Ravahele Siu s'est envolée hier soir pour Paris. Miss Tahiti 2023 va rejoindre les autres candidates à l'élection de Miss France. Les 30 jeunes femmes s'envoleront bientôt pour la Guyane pour 4 semaines de préparation. On voit cela avec Chiquita Teiva et Rohan Pautoru. Ravahele Siu attend ce moment avec impatience. Elle rejoint à Paris les 29 autres candidates au titre de Miss France 2024, car la Guyane les accueillera pour le traditionnel voyage de préparation. Alors c'est vraiment un mélange d'émotions. Ce matin, j'avais un peu de pression, un peu de stress parce que c'était les derniers préparatifs, terminer la valise. Mais là, actuellement, je suis juste excitée. J'ai hâte de commencer cette aventure.
Les 4 semaines de rêve en Guyane ne seront pas de tout repos. Au programme, séances photos, rencontres avec les journalistes, tests de culture générale et cours de bienséance. Alors j'ai eu la chance d'être bien accompagnée. Je remercie encore le comité Miss Haiti. J'ai eu des cours de défilé, des cours d'élocution, de culture générale, cours de sport. Je pense que je suis armée en tout cas pour faire briller la Polynésie le 16 décembre à Dijon. Sa cousine, également Miss Haiti 2021, la chaperonnera pour ce voyage. Et avant de partir, quoi de plus précieux que les conseils de sa grand-mère, sa plus grande fan. De rester humble, beaucoup d'amour pour les autres et puis croire, on a confiance en elle. Le plus grand conseil que j'ai pu lui donner, c'est forcément de rester elle-même. C'est une personnalité à Miss France qu'on cherche et puis voilà, qu'elle vive son aventure surtout à 100% pour qu'elle ne regrette rien au final. Rava Heresiou est plus que déterminée à ramener la couronne de Miss France le 16 décembre prochain. Elle emporte avec elle toute l'énergie de sa famille et surtout celle de la Polynésie. Et on arrive au terme de ce journal. Nous retiendrons cette information. Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, est arrivé à Tahiti cet après-midi. Il s'est rendu au monument aux morts, puis au musée de Tahiti et des îles, avant de remettre la médaille de l'Ordre du mérite maritime à 3 personnalités, Philippe Wong, Hira Terinat-Ofa et Tuanua Degage. Au programme de demain, des entretiens, une visite de Tetiaroa et du JRCC. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Legacy, puis une série qui a pour décor la Suède, Meurtre à Sandam. Voilà pour les informations de ce samedi 11 novembre. Merci de votre fidélité. Demain, les premières informations vous seront présentées par Laïna Tetouanoui et Mélissa Chong. Très belle soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet